Donc, c'est notre première fois, la première conférence que l'on a. Donc, justement, on est très fiers, on est très contents de pouvoir débuter ce cycle de conférences avec celle de M. François Dansereau. François est directeur des archives des Jésuites au Canada, en plus d'être aussi, qui a été chargé de cours à l'Université Laval, à l'École des sciences de l'information de l'Université McGill. Il a été, à l'été 2022, directeur par intérim des archives de la Bibliothèque publique juive et de 2015 à 2020, celle justement du Centre universitaire de santé de McGill. Il est membre du groupe d'études sur le colonialisme québécois. Il nous revient de Rome, justement, en voyage. Je ne sais pas si sa présentation va nous parler de son voyage à Rome, mais il a discuté de la collection de films des archives des Jésuites du Canada, un élément que moi, je suis quand même très intéressé. Donc, c'est justement un élément qui pourra peut-être être abordé, on verra. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à François Dansereau pour cette présentation. Nous aurons une période de questions à la fin de sa présentation. Donc, sans plus tarder, je te donne la parole, François. Merci beaucoup. Merci à Maurice Demers pour l'invitation, évidemment. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Et je ne planifiais pas parler de mon voyage à Rome et de mes échanges là-bas, mais on pourrait certainement en discuter lors de la période de questions parce que oui. ça fait partie aussi des projets spéciaux, ou en tout cas le type de projet que moi, en tant que directeur, je suis impliqué. Donc, ça me fera plaisir peut-être d'élaborer à la fin là-dessus. Vous me dites si vous voyez mon écran. Oui. Et si jamais il y a quoi que ce soit, puisque c'est comme pas mon ordinateur principal là, qui ne fonctionnait pas pour une raison quelconque. Alors, si jamais il y a quoi que ce soit, faites-moi signe. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur d'être le premier conférencier de votre série de conférences. Donc, c'est ça. Je vais parler principalement des différentes composantes qui définissent en fait les archives des Jésuites au Canada. Je vais offrir un bref portrait des Jésuites du Canada. Je ne suis pas un historien des Jésuites, mais je vais quand même identifier certains points historiques principaux qui ont un lien direct ou indirect avec les archives, avec la collection d'archives et l'impact, que je pourrais dire, des archives, même sur la Compagnie de Jésus. Donc, je vais parler du mandat brièvement des archives pour définir un peu nos activités. Ça a été mentionné là, dans la description de la conférence que les archives religieuses demeurent quand même méconnues de certains publics. Donc, je pourrais élaborer un peu là-dessus. Moi, je fais partie d'une nouvelle génération d'archivistes aussi, donc je pense que ça amène de nouvelles perspectives, de nouvelles idées, de nouvelles conceptions. Et ça peut avoir un impact sur justement l'accès aux collections et également les contacts avec les chercheurs académiques et chercheurs divers également. Je vais parler un peu plus précisément des différentes collections que l'on gère aux archives des Jésuites et les différentes activités qui nous occupent. Donc, je suis le directeur depuis un peu plus que 2 ans et on est une équipe de 4 personnes à temps plein, et également certaines personnes contractuelles et des stagiaires là, sur des projets spécifiques qui sont reliés à des demandes de subventions pour la plupart. Et je vais par la suite discuter de projets spéciaux qui nous occupent, en plus de la gestion de collection, ou qui fait partie de la gestion de collection en tant que telle. Et j'imagine ce qui vous intéresse un peu plus, là, les différents enjeux ou orientations, les différentes priorités, puisque tout centre d'archives, toute bibliothèque, tout musée ont des priorités spécifiques, même si des fois, certains centres d'archives ne l'avouent pas. Les activités archivistiques font partie de la société contemporaine avec des enjeux spécifiques, des questions spécifiques qui viennent
de courants sociaux, des intérêts des chercheurs, etc. Donc, tout ça fait partie d'un tout qui fait que nos activités ne sont pas... nos activités peuvent être subjectives ou peuvent être adaptées à certains contextes. Alors, je vais faire vraiment un portrait très large et très succinct là, de la présence des Jésuites au Canada, précisément puisqu'il y a certains éléments qui vont influencer en fait le portrait des archives. OK, on dirait que c'est pas le... En tout cas, c'est pas grave, j'ai peut-être pas le bon fichier, mais c'est pas très grave, puisque j'avais changé la date de 1534, puisque la semaine dernière, j'étais à des réunions avec des jésuites qui insistaient sur le premier jalon de la compagnie plus en 1539. Le raisonnement relié à ça, c'est que en 1534, il y a certains balbutiements là, avec le fondateur de la Compagnie de Jésus, Ignacio de Loyola, mais c'est véritablement en 1539 qu'il y a vraiment une volonté de créer un ordre religieux particulier qui va être par la suite autorisé par le pape Paul III en 1540. Et dès le début, la Compagnie de Jésus est un ordre missionnaire. Donc, il y a vraiment un élément là, qui est défini par les Jésuites qui est très intéressant. Je vais essayer de l'expliquer d'une façon simplement, mais chaque individu qui faisait partie des premiers compagnons, en se distançant l'un l'autre ou en étant en groupe de 2 ou de 3, cette distance-là formait un sorte de centre ou d'élément principal à la Compagnie de Jésus qui était très fort. Donc, c'est la distance, c'est vraiment le déplacement des Jésuites qui faisait que l'ordre religieux se formait et avait une certaine stabilité, d'une façon un peu contradictoire, mais qui témoigne justement de l'aspect missionnaire des compagnons de la Compagnie de Jésus. Donc, les premiers jésuites arrivent en Nouvelle-France en 1611, donc assez tôt dans le mouvement colonial, et 5 jésuites s'établissent à Québec en 1625. Puis par la suite, se déplacent dans différents territoires, vont à la rencontre de différentes populations autochtones et qui mènent à ce qu'on comprend comme les martyrs canadiens. Donc, Jean Brébeuf et certains compagnons sont tués par des Iroquois. Et ça, évidemment, ça va jouer dans l'imaginaire collectif des Jésuites au Canada. Et je vous amène en 1773, où il y a un aspect de ce qu'on appelle la suppression des Jésuites. Je l'ai mis entre guillemets ici, puisque même s'il y a une bulle papale qui énonce la suppression des Jésuites, l'application des lois était vraiment au niveau des gouverneurs et des évêques. Et ce que je comprends là, de différentes conversations avec des historiens jésuites, la suppression n'a jamais été formellement appliquée dans les territoires ici. Donc, les jésuites, la seule condition, c'est que les jésuites ne pouvaient plus recruter de nouveaux membres. Donc, ce qui amène un peu à la mort de l'ordre religieux. Mais les jésuites sur place, dans les territoires, peuvent continuer à dire la messe, peuvent faire partie de communautés, mais ne peuvent plus recruter de nouveaux membres. Ce qui mène à la fin du siècle, où ce qu'on appelle le dernier jésuite, Jean-Joseph Cazot, qui décède. Et cette période-là est importante au niveau des archives, puisque ce qu'on appelle les biens des jésuites, donc les biens matériels, la bibliothèque qui était au Collège des Jésuites à Québec, et les archives sont saisies par l'État britannique. Mais ce qu'on en sait, c'est que Jean-Joseph Cazot et autres ont pu laisser des archives, des livres, surtout aux religieuses hospitalières à Québec. Et ça va avoir un impact plus tard qui nous mène en fait à la collection d'archives telle qu'on la connaît.
Donc, la Compagnie Jésus est réinstaurée en 1814, mais c'est seulement en 1842 que les Jésuites retournent en Amérique du Nord par le biais d'une mission New York-Canada. Et je vous épargne un peu les détails administratifs, là, mais le type de mission va changer beaucoup dans les décennies par la suite. Il y a deux éléments qui mènent au retour des Jésuites sur les territoires. Donc, le premier aspect est que les Jésuites sont invités par Monseigneur Ignace Bourget pour former une école. Donc, les Jésuites sont déjà reconnus pour leur implication, leur conception pédagogique, donc sont impliqués au niveau éducatif en général, donc sont invités par Monseigneur Ignace Bourget. Mais il y a également un autre élément. Dès leur retour, les Jésuites vont repartir en mission chez des populations autochtones, ce qu'on connaît aujourd'hui comme ce qui est le nord de l'Ontario. Donc, c'est vraiment deux éléments principaux qui, encore là, vont avoir un impact sur la collection d'archives. Donc, le Collège Sainte-Marie à Montréal est fondé en 1848 et dès le départ, ça a été souligné comme un élément important de créer une bibliothèque, créer une collection d'archives pour un peu reconstruire l'identité jésuite sur les territoires et reconnaître l'importance des archives, non seulement pour la mémoire collective jésuite, mais également rattachée à des questions fondamentales, économiques des biens des jésuites, où les jésuites tentent de retrouver leurs biens du siècle précédent, ce qui va mener plus tard, là, en 1888, à l'acte des biens des Jésuites. Donc, ce collège-là va être très important pour Montréal et pour l'accès à l'éducation pour des populations canadiennes françaises. Mais ce n'est qu'au début du 20e siècle que le statut de mission va se transformer et que le Canada devient une vraie province. Donc, en 1907, la province du Bas-Canada est créée. Et en 1924, il y a vraiment une scission là, qui mène à deux provinces distinctes au Canada, ce qu'on appelle la province du Bas-Canada et la province du Haut-Canada. Mais c'est compris comme la province du Canada français et la province du Canada anglais. Et encore là, ces éléments-là vont jouer pour la collection d'archives. Je vous épargne évidemment les détails, mais un jalon important également, c'est la fermeture du Collège Sainte-Marie. Comme vous le savez très bien, là, à la suite de la commission parents, que les organisations religieuses ne peuvent plus être impliquées directement dans la gestion des écoles, dans la gestion de l'éducation publique. Et cette fermeture-là va mener au transfert des archives qu'il y avait au Collège Sainte-Marie, qui vont être transférées au noviciat à Saint-Jérôme. En 2009, là j'ai sauté quelques étapes, mais avec la province du Haut-Canada, il y a également une collection d'archives qui se crée, qui documente les activités des Jésuites au Canada anglais. Et en 2009, ces collections-là vont être consolidées à Montréal, sur nos lieux à la Maison Bellarmine, le lieu de l'administration provinciale des Jésuites. Et en 2018, les deux provinces distinctes vont être consolidées ensemble pour former une seule province depuis 2018. Donc, c'est la province des Jésuites du Canada et on y ajoute même Haïti dans cette province. Donc, il y a trois volets à la collection d'archives. Il y a la collection des archives, comme on l'appelle. On gère également une bibliothèque et une collection de bibliothèques et livres rares et la collection Arts et objets. Aujourd'hui, je vais plus vous parler de la collection des archives puisque nos activités sont, je dirais, à 97% reliées à la gestion de la collection des archives. La bibliothèque a été formée surtout à travers la fermeture de différentes résidences jésuites à travers les dernières décennies. Il y a une petite collection de livres rares qui est quand même intéressante, mais qui va être développée plus avec des projets collaboratifs. On a peut-être un projet collaboratif qui s'en vient avec des chercheurs
Mais pour l'instant, nous, on n'a pas les ressources, on n'a pas le temps, on n'a pas de bibliothèque sur place, donc on se concentre vraiment sur la collection des archives. Je vous donne un topo là, rapide pour un centre d'archives, je dirais, de taille petite ou moyenne. C'est quand même assez exhaustif. Donc, on estime environ 1,5 km de documents textuels, de tout ce qui est documents écrits, un demi-million de photographies de diverses sortes, photographies imprimées, négatives, diapositives, etc. Quelques plaques de verre également. Les cartes, donc les jésuites, certains jésuites étaient beaucoup impliqués dans la création de cartes. Au 17e, mais également au 18e, mais également au 19e siècle. Nous avons des documents audiovisuels, dont certains films. Donc, je pourrais mentionner ça brièvement. Donc, des films 16 mm, surtout 8 mm. Et en ce moment, là, c'est-à-dire à chaque année, on tente de numériser certains films. Étant donné le coût qui est quand même assez élevé de faire numériser ça, donc on travaille avec une agence externe, puisqu'évidemment, ces bobines de film-là ne peuvent pas être visionnées là, sans les équipements. Donc, on va de l'avant avec certaines numérisations et c'était un peu un aspect de ma présentation à Rome, là, au Vatican, qui est une conférence sur le cinéma missionnaire, avec surtout des archivistes, des historiens, des experts en film. De catholiques, en fait. Et évidemment, on a des documents numériques. Je vous épargne un peu cette question-là, puisque pour tous les petits centres d'archives, la gestion des documents numériques est vraiment un enjeu important et qui va le devenir encore plus dans les années futures. Je vais présenter quelques aspects de la collection qui est structurée d'une certaine manière, qui est directement connectée aux activités jésuites. Historiquement et encore au 21e siècle. Donc, il y a une partie de la collection qui est la collection du Collège Sainte-Marie qui témoigne de l'initiative de certains jésuites pour justement rapatrier des documents qui avaient été laissés aux hospitalières lors du départ des jésuites. Donc, ça c'est un peu la collection Nouvelle-France, qui est une collection particulière. Les autres éléments, ce sont les différents collèges jésuites, soit au Québec ou à l'extérieur. Donc, les jésuites qui géraient le Collège Sainte-Marie, le Collège André-Bœuf, donc tout collège qui donnait le cours classique. Le Collège Saint-Ignace également, on travaille sur un projet là, de traitement du fonds d'archives du Collège Saint-Ignace qui est devenu par la suite le Cégep Huntsic. On gère également les documents historiques de l'administration provinciale. Donc, vous pouvez imaginer le portrait, là, les archives qui sont créées par les administrations provinciales, puisqu'il y en avait plusieurs auparavant. Il y a une section de la collection qui touche à ce qui est mission, soit les missions des Jésuites avec des populations autochtones, ou l'implication de différents Jésuites dans des missions à travers le monde. Les Jésuites qui ont été présents, par exemple, en Éthiopie, en Inde, en Chine et dans plusieurs autres missions. Donc, ce langage-là, les Jésuites au 21e siècle n'utilisent plus le terme mission, ils vont utiliser plutôt le terme apostolat. Mais ça fait partie, ces fonds d'archives-là, ces collections-là font partie justement du portrait, témoignent du portrait missionnaire de la Compagnie de Jésus. D'autres fonds d'archives, d'autres collections ont rapport à différentes activités dans lesquelles les Jésuites, collectivement et individuellement, étaient et sont impliqués. Et depuis Vatican II, depuis les années 60, ces activités-là sont beaucoup rattachées à des questions de justice sociale de différentes formes. Et un aspect très important de la collection, non négligeable, ce sont les fonds personnels, ce qu'on appelle les fonds personnels des Jésuites. Donc, les Jésuites qui sont un ordre plutôt intellectuel, c'est très important dans la conception jésuite pour
que chaque individu contribue au développement de connaissances de leur communauté, de leur collectivité et de la société en général. Donc, plusieurs jésuites qui laissent des traces de leurs activités. C'est vraiment, je pense que ça se trouve même dans les constitutions jésuites pour que chaque prêtre, chaque individu contribue au partage de connaissances à travers des écrits. Ça, c'est un élément très important. Donc, pour ce qui est des différentes activités qui nous occupent, donc il y a le volet acquisition de fonds d'archives et de collections. La plupart des fonds d'archives sont reliés directement aux activités jésuites. C'est plutôt rare qu'on fait l'acquisition de fonds d'archives à l'externe. Je crois qu'il y a quelques exemples. Normalement, c'est vraiment rattaché aux activités des jésuites. Donc, ça implique le traitement des fonds en collection. Je ne vous ferai pas un topo plus exhaustif qu'il ne faut, mais ça, c'est vraiment rattaché à l'organisation des documents par notre équipe pour les décrire, les mettre en contexte, pour assurer qu'on puisse extraire l'information, pour que l'information soit découvrable. Donc, ça fait, c'est vraiment une grosse partie de nos activités, évidemment. Notre service de référence aux chercheurs. Donc, ça, c'est un aspect très, très important chez nous. Les jésuites qui mettent beaucoup d'emphase sur la communication avec le public en général. Ce service de référence-là peut être relié aux activités de l'administration provinciale. Donc, on offre un soutien, évidemment, à l'administration provinciale à plusieurs niveaux. Et je ne vous cacherai pas que pour les communautés religieuses, d'hommes surtout, les questions en ce moment, c'est beaucoup relié à des cas d'allégations crédibles d'abus sexuels. Donc, ça touche les jésuites également et ça touche d'autres congrégations de manière beaucoup plus directe. Donc, il y a cet aspect-là de travailler en collaboration avec l'administration, mais également travailler avec les chercheurs externes. Donc, on reçoit quand même un bon niveau, un bon montant de demandes de recherche des chercheurs, pas seulement des chercheurs académiques, il y a beaucoup de gens qui font de la généalogie, chercheurs individuels, groupes de recherche autochtones, etc. Je vais y revenir sur ce point un peu plus tard. Et ce qu'on appelle dans notre organisation des projets spéciaux, et je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Mais si vous me permettez, je vais peut-être changer de fichier PowerPoint puisqu'il me semble que ce n'est pas le bon. C'est mon brouillon. Donc, si vous me laissez 2 secondes, je vais essayer de repartager mon écran. Aucun problème. Tu avec peux le prendre bon le temps, fichier. François, oui. OK. Salut! Oui, je disais, excuse Guillermo, pendant la présentation de François, là, je vois que tu as refermé ton micro. Tu vas pouvoir le réouvrir pendant la période de questions. OK, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas avoir accès à mon écran. On dirait que je vois juste des fichiers déroulés. Vous pouvez envoyer peut-être aussi votre fichier à Hugo ou à Maurice ou à moi. On peut le mettre en ligne, puis vous nous dites quand. Très bonne idée.
quand changer. OK, je pense qu'on va y aller avec cette option-là. Donc, il faudrait l'envoyer par courriel là, à un des Oui, je vais trois. Là. l'envoyer à Hugo. OK. Parfait. Parfait, j'attends votre message. Ça va être correct, Hugo? Oui. Parfait. Donc, je peux peut-être, je peux peut-être quand même continuer, là, je vais pouvoir ajouter des éléments par la suite. Donc, c'est ça. Je vais juste continuer avec notre élément d'ouverture vers les chercheurs, en étant conscient aussi que peut-être, et ça c'est basé sur évidemment qu'est-ce qui se passe dans le milieu archivistique pour des congrégations religieuses. Je crois qu'il y a un effort à faire de notre côté à rendre les archives plus accessibles aux chercheurs. Et ça, il y a peut-être un élément là, qui caractérise un peu nos activités, mais je crois que j'ai une certaine chance là, avec les Jésuites du Canada qui mettent beaucoup d'emphase sur cet aspect-là de communication avec le public pour créer des liens collaboratifs avec les gens de l'externe et surtout les chercheurs académiques. Je vais pouvoir y revenir là-dessus. Donc, on a également créé un nouveau site web l'année dernière qui fait contraste un peu avec l'ancien site web qu'on avait. Donc, on est assez content de ce site-là qui permet justement d'offrir une présence numérique, puisqu'évidemment, les centres d'archives, comme n'importe quelle autre activité, c'est important d'avoir une présence numérique, de communiquer avec le public en général. On travaille également, on a également une base de données qui est accessible en ligne, que je vais vous partager dans un instant avec le fichier, qui, somme toute, est assez simple et où c'est évidemment pas tous les fonds d'archives qui s'y retrouvent. On commence seulement à normaliser certains éléments pour pouvoir utiliser la base de données. Donc, on y va étape par étape. Il faut penser aussi que dans un centre d'archives comme le nôtre, les archivistes professionnels, c'est quand même assez récent qu'il y a des archivistes professionnels qui gèrent la collection. Et ça demande de normaliser beaucoup de choses, normaliser certaines pratiques de traitement, par exemple, pour suivre des règles, par exemple, de description archivistique pour rendre les fonds d'archives accessibles aux chercheurs. Donc ça, c'est un travail, évidemment, qui est en cours. Ce n'est pas les 400 fonds d'archives qui s'y trouvent, mais on y va étape par étape en justement priorisant certaines choses. Les projets spéciaux également concernent la réalisation d'expositions physiques ou virtuelles, où soit qu'on fait ça de notre côté avec différents projets sur différents sujets, mais également travail collaboratif avec d'autres institutions, avec des stagiaires, avec des chercheurs pour créer du contenu. Normalement, on fait une exposition physique par année à la Maison Bellarmine à Montréal. Et souvent, c'est rattaché à notre journée porte ouverte où on accueille le public, on accueille les chercheurs et on discute justement de nos différentes activités pour avoir un certain contact avec la communauté de recherche. Également, on reçoit également beaucoup de groupes d'élèves de différents, surtout universitaires pour l'instant. On aimerait ça développer ça un peu plus avec d'autres groupes. Normalement, c'est des groupes d'élèves dans des cours d'histoire, sciences de religion, sciences de l'information également. Et normalement, tout dépendamment de l'intérêt des professeurs,
on ajuste notre contenu, notre présentation selon les sujets explorés dans ces cours-là. Autre élément de projets spéciaux qu'on veut développer, c'est des collaborations avec des chercheurs, soit par des demandes de subventions partenariat au niveau fédéral ou ça peut être lié à des projets spécifiques avec les Bibliothèques Archives nationales du Québec, par exemple, qui peuvent nous permettre de traiter certains fonds. Mais sinon, les projets de recherche collaboratifs, c'est assez nouveau là, dans notre approche. Et, évidemment, nous, en tant que centre d'archives, on ne peut pas mener un projet de recherche au CRSH, par exemple. Mais on peut être partenaire pour cibler des besoins spécifiques, pour traiter des fonds d'archives spécifiques ou numériser des fonds spécifiques. Donc, je n'ai pas mentionné ça encore, mais la numérisation fait partie de nos activités, soit pour des demandes de recherche spécifiques ou de manière systématique sur des fonds d'archives principaux qui sont associés justement à ce type de projet de recherche collaboratif. Un autre élément très important des projets collaboratifs, c'est relié à des projets de recherche à très longue haleine, je dirais, avec des groupes de recherche autochtones ou avec des chercheurs autochtones. Les Jésuites qui étaient présents, qui sont encore présents d'ailleurs dans le nord de l'Ontario. Et les Jésuites géraient un pensionnat autochtone à Spanish de 1913 à 1958 et également une école préalable à Wikwemikong qui se trouve à quelques centaines de kilomètres de Spanish. Donc, ces éléments-là nous amènent à nous pencher sur la manière dont on gère les collections, sur différents éléments rattachés, comment on met en contexte ces contenus. Donc, on réfléchit beaucoup à ça de notre côté. On n'est pas la seule institution à le faire. Donc, ce qui peut amener différentes perspectives sur ces éléments-là d'accès aux archives pour que les communautés autochtones puissent se les approprier. Donc, on reçoit des groupes de recherche d'une façon assez ponctuelle. On reçoit des chefs autochtones des fois. Donc, ça fait partie vraiment des priorités des Jésuites du Canada qui sont impliqués dans ces questionnements. Donc, j'imagine que vous ne pouvez plus m'entendre. Moi, je ne vois plus rien. Moi, je vous entends, peux puis je vous vois. OK, c'est moi que... OK, parfait, merci. Est-ce que tu as reçu le fichier, Hugo? Je viens juste, oui, je suis en train de partager ça, ce ne sera pas très long. Parfait. OK, c'est bon. Moi, je ne vois plus rien à l'écran, donc je vais essayer de suivre avec vous pour le fichier pour indiquer où on est rendu. Mais je vais continuer dans cette veine-là, puisque ces éléments-là de contact avec les Premières Nations font partie de priorités organisationnelles et font également partie des priorités des Jésuites du Canada rattachées à ce qu'on appelle les préférences apostoliques, qui est un document qui a été rédigé en 2018 ou 2019, je crois, qui offre une certaine vision sur les positionnements des Jésuites du Canada par rapport à différentes questions. Faisant partie de ces différentes priorités, différents questionnements, c'est rattaché aux relations avec les peuples autochtones de façon générale ou précise. Donc, nous, au Centre d'archives, on essaie un peu d'adapter ce langage-là pour prioriser nos propres activités
pour adapter nos propres activités à ces priorités-là de manière générale au niveau institutionnel. Donc, ça, ce que ça peut vouloir dire, c'est justement de mettre l'accent sur le traitement et le retraitement de certains fonds d'archives qui témoignent justement des rencontres entre les Jésuites et des populations autochtones qui se trouvent là à différents niveaux. Soit les différents fonds d'archives qui concernent la présence des Jésuites au nord de l'Ontario, la présence des Jésuites à Ganawake, tout près de Montréal, et également les Jésuites étaient présents pendant une bonne période de temps à Akwesasne, la mission Saint-Régis, Akwesasne qui est vraiment au sud du Québec, nord de l'État de New York et qui touche à l'Ontario également. Donc, ces éléments-là nous amènent à mettre vraiment l'accent sur le traitement de ces contenus-là pour les rendre accessibles, surtout aux chercheurs autochtones. Et on peut s'imaginer, et ça c'est vraiment dans la vision des archives, qu'il y aura de plus en plus de recherches à ce niveau-là, soit des groupes de recherche particuliers, ou même on peut imaginer des chercheurs à l'avenir plus jeunes qui voudront faire de la recherche exhaustive dans les contenus qui concernent leurs ancêtres, leur famille, leur communauté. Et un gros volet relié à ces questions-là, ces enjeux-là, c'est rattaché à l'engagement des Jésuites du Canada dès le départ avec la Commission Vérité et Réconciliation, par exemple. Vous le savez sans doute, là, la Commission Vérité et Réconciliation qui a eu un impact plus grand dans le Canada anglais qu'au Québec, pour plusieurs raisons. Donc, nous, de notre côté, au Centre d'archives, on essaie vraiment d'être des meneurs sur ces enjeux-là pour améliorer, pour développer des relations avec les communautés autochtones. Et ça, c'est un élément là, qui fait partie de notre priorité principale. Et si je peux donner un exemple de cette forme d'engagement-là, donc on collabore beaucoup avec les archives du Centre national Vérité et Réconciliation, qui est basé à Winnipeg. On collabore également avec le Shemwak Residential School Center, qui est un centre d'archives, un centre culturel rattaché à l'Université Algoma à Sault-Sainte-Marie. Donc, ça fait plus de 20 ans que les Jésuites et les archives des Jésuites ont des contacts avec ces organismes-là, avec Shemwak, en fait, pour pouvoir partager des archives qui concernent les communautés dans ces régions-là. Vraiment dans le nord de l'Ontario, où les Jésuites sont encore présents en très peu nombre, très peu de Jésuites qui sont encore dans ces régions-là, mais il y a une présence continue, en fait, depuis les années 1840. Donc, un aspect particulier peut se traduire à différents niveaux et ça va également avec une certaine transformation de la discipline archivistique qui met beaucoup l'accent sur le niveau relationnel des archives. Donc, on gère des archives d'une certaine institution, mais on ouvre également nos perspectives puisque ces archives-là témoignent de relations qui sortent évidemment de l'institution, qui sortent des activités des Jésuites du Canada, puisqu'elles témoignent de différentes relations. Donc, on met beaucoup l'accent là-dessus pour transformer un peu, pour questionner, pour confronter nos pratiques, pour pouvoir, en bout de ligne, rendre accessibles les documents d'archives. Encore là, on met beaucoup l'accent sur les chercheurs autochtones avec ces différentes questions-là. Et un exemple particulier que je pourrais donner, c'est relié à une initiative précise là, que j'ai présenté un congrès de la SHEC, Société canadienne d'histoire de l'Église catholique, qui avait lieu à Sherbrooke il y a un mois à peine, ou un mois et demi à peine, où je présentais avec une collègue historienne, Fanny Dionne, sur un projet de don, en fait, de transfert d'un dictionnaire
Anishinaabe-Wowen français qui avait été créé par un jésuite du nom de du frère Joseph Genesso dans les années 1850. Et ce dictionnaire-là a été transféré justement au Shenwalk Residential School Center à Sault-Sainte-Marie. À la base, ce geste-là, ce geste de don est assez symbolique, mais je crois également qu'il témoigne d'un certain renouvellement de pratiques archivistiques pour s'adapter à différentes circonstances, pour s'adapter aux demandes des chercheurs qui dépassent évidemment la gestion de collections à l'interne. Et cette initiative-là comme je disais, est assez symbolique, puisque le dictionnaire en tant que tel est très, très mince. Donc, c'est un dictionnaire avec des mots en français et la traduction en Anishinaabe-Wowen. Seulement les lettres qui va seulement de A à C. Donc, ce n'est pas un dictionnaire qui est complet, c'est un dictionnaire manuscrit qui a probablement été créé pour être légué à des jésuites qui partaient en mission avec ces communautés-là. Donc, peut-être qu'au niveau informationnel, le dictionnaire n'est pas extrêmement riche au niveau de son contenu et ne va pas nécessairement être utilisé pour étudier les langues ou la langue Anishinaabe-Wowen. Par contre, ce dictionnaire-là peut être utilisé comme une sorte d'outil historique à des fins d'éducation qui va être justement contrôlé et géré par l'Université Algoma. Tout ça témoigne d'un certain engagement avec ces questions-là, puisque on peut certainement justifier que le manuscrit demeure aux archives des Jésuites, puisqu'il a été créé par un frère jésuite qui témoigne justement de ses activités, de sa présence au nord de l'Ontario, mais on peut également le justifier d'un autre côté, que les éléments, le contenu du dictionnaire reflète la culture, la langue, différents éléments socioculturels des communautés autochtones dans cette région. Et il faut également s'attendre dans notre milieu à voir différents types de collaborations de la sorte. C'est évident qu'au niveau muséal, ces contacts-là sont un peu plus directs, puisque souvent les objets autochtones ont été vraiment créés par des Autochtones. Mais dans notre cas, au niveau des archives, l'aspect écrit, donc l'aspect manuscrit qui est très européen, très eurocentrique, il y a différents niveaux de complications là, qui pourraient mettre, pas nécessairement des bâtons dans les roues, mais qui pourraient empêcher de justifier au niveau légal et contextuel là, le rapatriement, ou en tout cas le don de certains documents textuels à des communautés autochtones, mais on sait très bien que ce genre de questions-là vont émerger de plus en plus dans le futur. Donc, cet élément-là témoigne un peu justement sur ces aspects d'enjeux, de priorité de notre centre d'archives. Et encore là, il faut faire attention. Les relations avec différentes communautés autochtones, la plupart se passent extrêmement bien, mais il y a différents niveaux, évidemment, qui peuvent complexifier les choses. Il faut faire attention de notre côté comment on contacte avec les chercheurs autochtones, de ne pas rajouter une couche de colonialisme en étant un peu paternaliste, dans le sens où on veut tellement les aider que finalement, on contrôle un peu trop la discussion. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage de notre côté aussi, mais justement, il faut être ouvert à ces questions-là, à ces enjeux-là, puisque je suis convaincu que ce genre d'enjeu va perdurer là, dans les prochaines décennies. Donc, il y a beaucoup de travail de ce côté-là à faire. Et puis, on veut être prêt, on veut être des meneurs également au Québec sur ces questions-là. Et ça, on a le soutien là, justement de l'administration provinciale qui, encore une fois, souligne l'importance de ce type de relation-là avec les communautés autochtones, avec les nations autochtones. Donc, il est déjà 19h52.
Je ne vous vois toujours pas sur mon écran, mais évidemment, je peux répondre à vos questions et j'ai hâte d'entendre vos commentaires, vos questions, vos perspectives sur ce type d'enjeu-là. Ben, je te dirais en premier lieu, François, un très grand merci pour cette présentation fort intéressante. Donc, on pourrait t'applaudir, mais il faudrait ouvrir les micros pour t'entendre. Tu ne pourrais pas nous t'entendre. Hugo, est-ce que tu voudrais gérer les questions, s'il te plaît? Donc, on demanderait aux participants, si vous avez une question, vous pouvez cliquer dans Teams sur lever la main, puis on va pouvoir vous passer la parole. Vous ouvrirez votre micro. Donc, Hugo, est-ce que tu peux, comment dire, interpeller les gens qui ont levé la main, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Oui, Tout à fait. parfait. Je pense que c'était Monsieur le professeur Noël en premier. Parfait, Oui. je vais y aller. Merci beaucoup, beaucoup. C'était vraiment extrêmement intéressant. Puis c'est désolant que vous ne puissiez pas nous voir, là, parce qu'on est plusieurs là, à vous écouter, là. Euh, et puis, mais je suis étonné du niveau d'ouverture des archives tel que vous le présentez. Puis aussi, le travail, là, vraiment, là, comme vous avez dit, là, de mise en norme des archives, là, qui est extrêmement intéressant. J'ai plusieurs questions, là, je ne les poserai pas toutes, je vais laisser du temps pour les autres, là. Euh, mais je me demandais, par exemple, là, si moi, bon, il y a des questions de la Nouvelle-France là, qui m'intéressent plus. Et quelle est l'importance là, numérique là, de ce fonds là, sur la Nouvelle-France? Et je vais vous donner deux exemples là, qui m'apparaissent là, de sujets qui, pour moi, sont très importants. Assez souvent, là, on associe les Jésuites au courant ultramontain. Et c'est pas certain que ce soit la réalité. Ça peut peut-être être plus une accusation que d'autres choses. Mais en fait, avant l'expulsion des Jésuites, il était souvent perçu de cette manière-là. Est-ce que il y a est-ce qu'on est susceptible de trouver des fonds qui nous permettent de documenter une question comme ça? Puis évidemment, les terres des Jésuites, ça, c'est une question très intéressante, puis la restitution, puis le débat qui dure des décennies. Euh, parce qu'on a aussi à ce moment-là, puis c'était vrai sous les Anglais aussi, un régime de terres du clergé. Les terres du clergé servent à financer, euh, à financer les activités religieuses, les activités des paroisses, etc. Et fait que ça, c'est sûr que c'est une question intéressante, puis qu'il y a un lien là, avec une recherche qu'on va commencer là, sur le patrimoine religieux là, au Canada. Donc, euh, premièrement, là, sur la Nouvelle-France, l'importance là, numérique là, de ces archives et le degré de peut-être là, euh, d'archivage, là. Est-ce que c'est très, très bien recensé ou non? Merci beaucoup, M. Noël, pour votre question. Et là, je vous vois là, en ce moment, donc ça va aider un peu la discussion. Oui, concernant votre question, vos préoccupations, concernant la Nouvelle-France, il n'y aura pas un fonds d'archives. En fait, il n'y aura pas des fonds d'archives. Il y a une collection spécifique qui concerne la Nouvelle-France. Et ça, c'est vraiment rattaché au retour des Jésuites dans les années 1840 qui tentait de récupérer justement des documents d'archives qui avaient été laissés, surtout aux religieuses hospitalières. Sinon, il y a d'autres documents qui ont été saisis par la couronne britannique qui sont maintenant à la Bibliothèque Archives Canada. Et il y a d'autres documents qui ont été laissés en fait au séminaire de Québec qui
font maintenant partie du Musée de la civilisation. Donc, on n'a pas le portrait exhaustif. C'est vraiment une collection spécifique et oui, concernant le traitement de cette collection-là en particulier, on va d'une manière par différentes phases, tenter de mettre dans notre base de données, que là, je n'ai pas pu vous montrer, mais je vais la mettre dans le chat après, justement des éléments de cette collection spécifique-là, puisque au niveau de la numérisation, on met l'accent beaucoup sur cette collection-là, puisque c'est la collection la plus consultée. Et elle a été vraiment créée d'une façon chronologique à mesure que les responsables, les historiens jésuites, les archivistes, vraiment au 19e siècle et au début du 20e siècle, faisaient l'acquisition de ces documents-là par leurs différents contacts. Et également, il y a un aspect très intéressant, et ça, je le développe un peu plus là, dans un article qui s'en vient, mais les Jésuites et Félix Martin, donc le fondateur du Collège Sainte-Marie et des archives à cette époque-là, s'est rendu en Europe pour copier des documents importants qui concernent les Jésuites dans les territoires au Canada. Donc, c'est beaucoup de la correspondance pour justement un peu travailler ou en tout cas meubler ou bonifier le corpus de c'est quoi l'identité des Jésuites au Canada. Évidemment, il y a des liens très importants avec l'Europe. Et ça peut-être, ça me rattache à votre question là, sur les liens, sur les caractéristiques plus ultramontanes. Je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Je ne me sens pas compétent à ce niveau-là. Je ne suis pas un historien des Jésuites. Par contre, il y a probablement dans la correspondance dans cette collection-là qui pourrait vous intéresser, je suis certain. Les correspondances avec des entités en France, à Rome, assez haut niveau. Mais c'est évident que le lien des Jésuites avec les autorités en Nouvelle-France est assez important. On peut remarquer ça dans diverses recherches de différentes historiennes, historiens. Il y a également une historienne aux États-Unis qui a écrit un bouquin récemment qui s'appelle Apostle of Empire, qui parle justement du lien des Jésuites avec les autorités. Et ça ne concerne pas notre collection en général, mais je sais qu'aux États-Unis, étant donné que la Nouvelle-France était énorme, il y a un projet d'étude aussi sur les liens des Jésuites avec l'esclavagisme. Donc, leur lien avec les autorités en Europe, je pense qu'il émerge certainement dans certains documents précis, je dirais. Il n'y aura pas un corpus très exhaustif, mais ça va ressortir certainement. Et c'est ça, cette collection-là, on met beaucoup d'emphase sur la numérisation. On n'est pas encore prêt à mettre ça sur notre base de données en ligne. On ne sait pas encore quelle forme ça va prendre. Mais pour l'instant, on numérise beaucoup. Donc, je ne dis pas qu'il y a un volume exhaustif de documents de cette collection-là qui fait quand même 300-400 boîtes. Là. Donc, c'est quand même, c'est pas petit non plus. Mais on y va étape par étape, surtout en numérisant les documents originaux qui ont vraiment, c'est les documents du 17e siècle, du 18e siècle qui ont été rapatriés là, par Félix Martin pour vraiment créer les archives. Donc ça, on va être plus explicite sur ce volet-là et toute question de comment on partage une numérisation en ligne, ça prend des infrastructures aussi. Donc, on voulait utiliser une plateforme qui s'appelle Omeka, qui est libre de droit, qui coûte très peu de sous, mais qui est peut-être plus vraiment solide, que je dirais. Mais sinon, on va vraiment bonifier nos outils de recherche sur cette collection-là. Et tantôt, je vais mettre dans le chat le lien du catalogue.
Excellent, merci beaucoup. Je pense que c'était à M. Mickelson François. Voilà. Et vous m'entendez? Oui, Bonsoir à tous. Je suis très content d'assister à cette conférence ô combien intéressante et merci de m'avoir invité. Et pour information, j'ai déjà travaillé, j'ai déjà visité le centre d'archives des Jésuites à Montréal et j'ai déjà même soumis un article sur, en tout cas pour évaluation, sur les Jésuites canadiens en Haïti, une décennie d'engagement apostolique et social, 1953-1964, donc date de leur établissement en Haïti et 1964, date de leur expulsion par François Duvalier. Et donc, j'ai une question à vous poser. Et en fait, les jésuites français ont été expulsés de Saint-Domingue, donc l'ancienne colonie française, donc Haïti aujourd'hui, en 1763. Donc la congrégation a été supprimée en 1773. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, je vais dire, conjugaison de faits? Je ne vais pas dire c'est pour... D'ailleurs, à Saint-Domingue, c'était tout simplement... ils ont donné comme motif pour leur expulsion leur lien avec les esclaves à l'époque. C'est-à-dire qu'ils étaient trop proches des esclaves parce qu'ils étaient chargés comment dire, de la messe, si vous voulez, du catéchisme, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas un lien? Est-ce qu'on ne peut pas, en quelque sorte, trouver un lien avec cela? Parce que 1763, 1773, donc c'est 10 ans d'écart. Et puis, autre question, est-ce que c'est seulement à Montréal que vous conservez, je sais que les fonds venant d'Haïti sont à Montréal, mais est-ce que c'est seulement à Montréal que vous conservez ces fonds-là? Parce que je vais avoir besoin quand même, dans le cadre de mes, de mes recherches, et avec professeur demeure. Et puis, voilà. S'il y a d'autres questions, peut-être que je peux revenir. Merci. Oui, donc bien sûr, comme vous le savez, le fonds d'archives sur Haïti est quand même assez petit. Pour ce qui est des documents, il est fort possible qu'en Haïti, au bureau, différents bureaux des Jésuites qui se trouvent en Haïti, qu'il y ait des documents historiques importants. Pour l'instant, je ne le sais pas. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres choses, à moins de surprises, là, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses qui concernent Haïti qui se trouvent ailleurs, dans différentes résidences, dans différents bureaux des Jésuites au Canada. Concernant votre question un peu plus pointue, je ne pense pas que je suis capable de répondre à ça. Tout ce que je vais dire, c'est que il y a beaucoup d'éléments qui mènent à la suppression des Jésuites et probablement, peut-être que certains d'entre vous dans l'appel peuvent répondre plus que moi. Il y a beaucoup d'éléments qui jouent dans la balance au niveau de la suppression. Peut-être qu'un aspect, pas nécessairement spécifiquement avec ce qui s'est passé en Haïti, mais bon, je veux dire ça d'une manière un peu grossière, mais les Jésuites ont toujours été un peu considérés comme les rebelles de l'Église catholique. Donc, tout dépendamment des papes et des supérieurs généraux, soit qu'ils étaient dans les bonnes grâces ou dans les mauvaises grâces. Et ça a été au niveau... ça peut être un argument qui a mené à la suppression des Jésuites. Et là-dessus, il y a un historien, John Meehan, à l'Université de Toronto, qui serait plus en mesure
que moi de répondre à cette question-là. Je sais qu'il a écrit là, un article avec Jacques Monette qui concerne la suppression, qui a peut-être des éléments de réponse. À ce niveau-là, c'est un chapitre, l'ouvrage m'échappe. Je pourrais peut-être vous communiquer le titre de l'ouvrage. Mais je sais que dans ce chapitre-là, il y a vraiment des éléments explicatifs là, qui mettent en perspective la suppression des Jésuites. Et ça pourrait être un type d'argument que les Jésuites étaient très près, justement, des populations autochtones, de différentes populations, peut-être trop près au goût de l'Église catholique. Donc, ça pourrait être un élément parmi tant d'autres. Voilà. Je voudrais juste ajouter, si je peux comme ça, m'intégrer directement en posant en mettant une question, je me demande, dans le cas d'Haïti, les relations entre la colonie française et la colonie espagnole sur l'île d'Hispaniola, parce que, évidemment, en Nouvelle-Espagne, l'expulsion des Jésuites a été faite en 1763. Dans les colonies portugaises, c'était au préalable. Donc, ces deux empires-là, espagnol et portugais, avaient une très grande influence aussi à cette époque. Et l'expulsion vient de ces territoires-là, d'abord et avant tout. Donc, je ne sais pas, là, il y a peut-être de quoi regarder dans les relations là, entre les deux. Si je peux ajouter à ça, il y a les questions de relations Église-État qui sont en jeu, c'est-à-dire dans bien des pays, même dans la majorité des pays, on veut que les églises aient une certaine subordination nationale, alors que les jésuites, en raison de leur obédience à Rome, se soustrayaient à ça. Et c'est ce qui a amené, en tout cas, qui explique une partie, là, en partie l'expulsion, les premières expulsions des Jésuites là, du Canada. Et un peu partout dans le monde, c'est le même scénario qui vient. Et on peut le voir aussi dans certains débats là, entre les prêtres des missions étrangères versus les jésuites. Les prêtres des missions étrangères, par exemple, plus près de l'Église de France, plus près du gallicanisme. Et là, on voit s'opposer ces deux courants-là. J'avais une autre question à vous poser, mais je voulais faire un commentaire sur le dictionnaire parce que j'ai entendu une conférence l'an dernier là, d'un linguiste qui, justement, avec quelquefois, ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'éléments d'une langue pour être capable de reconstituer la langue avec des racines et tout ça. Et probablement avec un dictionnaire qui sera jusqu'à la lettre C, on peut, les linguistes en tout cas, ils ont des méthodes là, pour faire beaucoup de bouts de chemin pour reconstruire une langue avec ça. Fait que c'est très intéressant qu'il y ait un dictionnaire qui était conservé. Mais vous avez parlé de recherche partenariale. Et est-ce que vous référiez là, à des recherches, là, il y a un programme là, du CRSH, le CRSH Partenariat. Est-ce que vous pensiez à ça? Parce que ça pourrait être intéressant, même dans le cadre la recherche qu'on va commencer bientôt là, sur le patrimoine immobilier des communautés religieuses. S'il y avait plusieurs, vous pouvez aller chercher des archives de plusieurs communautés avec une recherche partenariat. Je ne sais pas, mais ça, je voulais savoir, est-ce que vous aviez en tête ça, ce programme du CRSH pour ça? En fait, nous, on est ouvert aux propositions dans la mesure où c'est réaliste de notre côté. Nous, comme organisme, on ne peut pas faire de demande de recherche de partenariat, justement, mais on peut être collaborateur. Donc, il y en a deux en ce moment là, qu'on a travaillé. Donc, on ne sera pas les chercheurs principaux. C'est impossible de gérer ça de notre côté de toute façon, même si on le voulait. C'est plus justement pour offrir, je dirais, un accès privilégié
au groupe de recherche ou aux chercheurs ou à la chercheuse qui font ces demandes de subvention-là, pour mettre l'accent sur des numérisations particulières, pour numériser un certain corpus qui pourrait être utile à ce type de recherche-là. Donc, c'est un peu pour souligner, on est ouvert évidemment à tous les chercheurs. On ne fait pas de discrimination entre les chercheurs. On veut offrir un certain soutien aux chercheurs, sauf qu'en étant impliqué de manière un peu plus explicite dans ce type de programme-là, ça nous engage un peu plus directement, puis ça a un impact sur nos priorités de traitement de fonds d'archives de numérisation. Je vois, mais est-ce que vous avez bien dit que là, il y en a déjà 2 des partenariats comme ça, mais est-ce que ces 2-là ont ce financement du CRSH partenariat ou Ben, en fait, c'est que les projets ne sont pas acceptés encore, là, c'est tout récent. OK. C'est tout C'est récent. très intéressant. Là. Il faudrait qu'on en reparle avec Maurice, là, mais Oui, non, certainement. je retiens ça. Ouais. C'est aussi que du côté des chercheurs académiques, je pense que c'est de plus en plus, en fait, c'est dans les demandes de recherche, justement, de collaborer avec des institutions, avec des musées, avec des bibliothèques, des centres d'archives. Donc, ça aide du côté des chercheurs académiques, puisque je pense qu'il y a vraiment une ligne là, de l'impact, ou en tout cas, je ne sais pas comment c'est formulé exactement, là, mais un peu l'impact social ou l'impact dans les communautés, je ne sais pas trop. Donc, nous, pour les centres d'archives, c'est intéressant parce que on peut peut-être, disons, avoir un certain budget pour engager quelqu'un pendant quelques mois pour numériser certaines choses. Absolument. C'est un win-win, là, comme on dit. Là. Ouais. Les 2 parties gagnent quelque chose. Oui, ouais, c'est ça. C'est juste, tu sais, de notre côté, c'est qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est réaliste, pour que justement, s'il y a quelque chose d'un peu plus exhaustif au niveau, je dis l'exemple de numérisation parce que c'est ça qui ressort le plus, là. Puisque la numérisation, ça demande beaucoup de temps, ça demande quand même une gestion de tout ça. On est quand même très occupé là, avec les demandes de recherche, donc il faudrait que ça vienne qu'il y ait un financement qui ait un petit morceau, une petite partie de l'enveloppe, justement, qui permettrait d'engager, disons, quelqu'un à contrat pendant quelques semaines, quelques mois. Ça, on est très ouvert à ça dans la mesure où c'est gérable de notre côté. Mais je pense que les centres d'archives, pas qu'on n'a pas le choix, mais il y a de plus en plus de centres d'archives qui sont ouverts à ces choses-là parce que ça rend nos collections utilisées, ce qui est une bonne chose. Moi, je suis archiviste pour justement gérer les collections, mais ce n'est pas juste pour qu'elles soient préservées ad vitam aeternam dans des boîtes. On veut qu'elles soient utilisées par le public, par les chercheurs. Donc, ça, c'est un nouveau volet, je dirais, là, avec les demandes de subvention qui rend ça intéressant. Puis ça peut être un win-win. Si le partenariat est bien conçu, ça peut être un win-win. Puis évidemment, les chercheurs académiques ont leurs perspectives, leurs objectifs. Puis nous, de notre côté, on a également certains objectifs pour s'assurer que ça soit réaliste de notre côté, puisque de notre côté de notre organisation, on a des ressources limitées aussi, là. Donc, évidemment, on est très ouvert à ce genre ce type de recherche-là. Puis ça peut, évidemment, on n'est pas la BNQ, on n'a pas énormément de ressources qui sont disponibles en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Même là, j'ai partagé notre catalogue, mais comme j'ai mentionné, c'est vraiment une très, très petite partie. Il y a seulement une quarantaine de fonds d'archives, je crois, ou même pas, qui sont disponibles sur ce catalogue-là. Donc, on en a beaucoup plus. C'est juste que les fonds sont soit pas traités, soit traités d'une façon qui a été faite il y a quelques décennies, qu'il faut réorganiser certaines choses. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ça ne veut pas dire que si les choses ne sont pas en ligne, qu'elles n'existent pas. C'est important de dire ça aux jeunes chercheurs aussi qui font leur recherche en ligne principalement, qu'il y a énormément de ressources qui ne se trouvent pas en ligne, évidemment. Très bien. Je pense qu'Anthony avait une question aussi. Oui, premièrement, merci François.
Ça fait du bien d'en apprendre un petit peu plus parce que la présentation que vous avez fait au dernier colloque du La la chèque. Société canadienne d'histoire de l'Église catholique. Puis c'est un petit peu plus précis cette présentation-là. Fait que là maintenant on a une petite vue d'ensemble. Merci aussi de nous avoir donné le plan des archives des Jésuites dans la conversation. Mais je voulais surtout répondre à Mickinson François ou François Mickinson qui voulait savoir s'il y avait d'autres pistes de recherche pour les documents jésuites ailleurs que les archives des Jésuites. Puis je pense que j'ai peut-être une piste pour toi, mon cher. Carl Lévesque est un jésuite haïtien très connu qui a fondé le Centre Justice et Foi. Puis Carl Lévesque a aussi travaillé main dans la main avec l'entraide missionnaire. Carl Lévesque a fait deux choses en particulier avec l'entraide missionnaire. Il a fondé deux groupes de concertation de missionnaires théologiens de la libération qui sont impliqués justement dans la dictature de Duvalier à essayer d'aider les gens à alléger le supplice de la dictature. Puis il fait la même chose, mais pour un groupe de concertation au Burundi. J'imagine que pour toi, ça pourrait probablement répondre à tes questions. Donc, c'est un fonds d'archives qui est disponible à la BANQ, le fonds d'archives de l'entraide missionnaire. Puis je lance ça comme ça. Moi, j'ai vraiment aimé étudier le personnage qui est Carl Lévesque. Puis j'imagine que ça pourrait t'aider dans tes recherches. Puis encore une fois, merci François. Au plaisir de se revoir à un moment donné, comme les religieux disent, adieu. Merci Anthony. Puis merci d'avoir offert des pistes. Si je pouvais ajouter également, il y a peut-être, je dis ça comme ça, j'ai aucune idée, mais il y a peut-être au Centre d'archives jésuites aux États-Unis, qui est à Saint-Louis, il y a peut-être certaines choses qui pourraient concerner en fait les jésuites en Haïti. Ou même, ou passer à travers les différentes universités jésuites, je pense à Loyola, en Nouvelle-Orléans, on ne sait jamais, ou Marquette. Il y a peut-être des universités jésuites aux États-Unis, évidemment, étant donné que la Nouvelle-France était énorme. Donc, c'est peut-être d'autres pistes à explorer. Merci à vous, Anthony, et merci aussi à M. François Dansereau. Donc, je vais voir pour BNK. Assurément, ils conserveront des choses. Je ne sais pas pour Saint-Louis, mais maintenant, la piste du BNK, c'est envisageable. Et il y a quand même un ancien jésuite qui a rédigé un ouvrage sur Carl Lévesque qui s'appelle Hérole Toussaint. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cet ouvrage. Et après, je ne sais pas s'il a aussi consulté ici à Montréal le centre d'archives. Je ne pourrais pas vous dire, ça date quand même de quelques années, là, mais c'est possible, je ne sais pas. Ah ouais. Parce qu'il ne l'a pas mentionné. Donc voilà, je ne sais pas. J'ai un article pour toi que je peux t'envoyer, le DOI ou l'URI, là, je peux t'envoyer ça dans la conversation. C'est un ancien professeur de l'UQAM, je pense bien, qui a écrit un article sur la pratique du changement dans la vie de Carl Lévesque et tout son travail. C'est un article qui date, là, c'est-à-dire j'étais même pas né dans les années 90, là, mais tout de même, il n'y a pas beaucoup d'articles qui parlent de Carl Lévesque. Fait que je te laisse ça dans la conversation, puis j'espère que ça peut te servir. T'étais pas né, donc, quand Carl Lévesque allait à l'école? Non, C'est surprenant. dans les années 60, j'étais même pas envisageable. Moi, je vais me donner la parole, dans le fond. J'aurais 1000 questions, j'en aurais vraiment beaucoup. Entre autres, j'avais déjà, dans mon premier livre, j'avais évoqué, parce que j'avais étudié les écrits d'Antonio Dragon,
jésuite. Puis je vais regarder le film qu'il avait fait dans les débuts des années 1930 sur la répression au Mexique, qui est un film, en fait, comment dire, c'est très bien de le nommer un film parce que c'est d'un collage d'images et de bouts de texte, mais tu sais, qui répliquait dans le fond ses écrits, qui étaient très intéressants. Donc ça, c'est certain que j'aurais des questions à te poser, mais que je vais peut-être te poser plus par courriel ou quelque chose. Et aussi, je voyais les fonds personnels. C'est sûr que ça aussi, j'ai des questions, entre autres parce que un autre personnage, un autre jésuite qui avait beaucoup de connexions en Amérique latine, beaucoup de connexions aux États-Unis et en Europe aussi. C'est le jésuite Joseph Ledy, qui est un membre fondateur de Relations, mais qui, sur les questions latino-américaines, était vraiment un spécialiste et qui était en contact avec beaucoup d'évêques en Amérique latine. Puis ça, c'est certain que je vais avoir des questions sur, bon, son fond, qu'est-ce qu'il contient? Est-ce qu'on est capable de voir un peu ou son réseau de contacts? Parce que je l'avais abordé, mais très rapidement, le fond, je n'avais pas eu le temps vraiment de le dépouiller. Je vais surtout dépouiller toutes ses publications qui étaient très nombreuses, surtout sur le Mexique. Mais bon, et évidemment, les fonds sur les missions, c'est quelque chose qui est d'un grand intérêt aussi, là, pour moi. Mais bon, je ne te formule pas de questions précises, mais ben, je vais peut-être te lancer là-dessus juste par intérêt parce que c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est central dans mes recherches actuelles, mais qui est comme un sideline que je trouve toujours intéressant quand je me replonge. Souvent par des demandes de collègues mexicains, là, sur les publications d'Antonio Dragon. Et je ne sais pas, quand tu as regardé, tu as étudié les films, si il a été considéré ou non. Non, en fait, pour les films, et d'ailleurs, j'ai pas vu le film en question, mais il y a 2 personnes qui m'en ont parlé dans le dernier mois, donc il faut vraiment que je le regarde. Oui, le fond d'Antonio Dragon est assez exhaustif et il n'est pas disponible sur notre catalogue puisqu'on n'est pas rendu là, mais je crois que ça va être possible de vous donner un certain aperçu, là. Je ne sais pas s'il y a un outil de recherche spécifique, mais en tout cas, je pense qu'on va être capable de vous dresser un portrait. Oui, puis dans les fonds personnels, il y a beaucoup de choses, étant donné que ça offre une valeur ajoutée aux activités d'émission, par exemple. Souvent, les documents pertinents vont même se trouver dans les fonds personnels. Donc, il faut absolument, là, si vous avez un sujet, c'est important justement qu'on discute pour que nous, ça nous donne une perspective pour essayer d'identifier les fonds personnels. Donc, pour ce qui est des films, pour l'instant, ce qui ressort, on a un catalogue très sommaire qui a probablement été fait il y a une vingtaine d'années, qui n'est pas du tout complet. Mais ce qui est intéressant, puis c'est sur quoi portait ma communication, c'est des films amateurs. C'est pas des productions, c'est pas des productions des Jésuites du Canada, c'est pas des productions de l'Église catholique. Ça donne un élément intéressant où que c'est les Jésuites eux-mêmes qui dressent un portrait de leur vie quotidienne souvent dans des communautés très éloignées. Donc, les films qu'on a fait numériser récemment, c'est seulement quelques-uns, mais c'est surtout les Jésuites en Éthiopie, puis les Jésuites en Inde, à Darjeeling, dans les années 1950. Donc, c'était des Jésuites plus du Canada anglais qui étaient présents dans les années 1950-60. Puis les autres films, on a vraiment ciblé ça pour des activités diverses. C'est des films sur le pensionnat Spanish. Qui d'ailleurs, on a eu un événement là, avec différents chefs Anishinabeg pour leur montrer, pour leur partager.
Donc, à chaque année, là, on va en faire un petit peu plus. Puis, en tout cas, si vous êtes vraiment intéressé par la collection de films, je pourrais même vous partager le catalogue qui est très incomplet, mais qui est quand même un point de départ pour justement cibler les priorités de transfert numérique de films. Ah, oui, c'est intéressant. Tu parlais justement de production amateur. C'est certain que le film d'Antonio Dragon paraît plus comme un montage photo qu'un film. OK, ouais. Mais bon, c'est vraiment les débuts aussi là, du cinéma amateur. C'est le début des années 30. Par contre, c'est quelque chose qui est assez spectaculaire aussi parce qu'il traite de l'assassinat de Miguel Pro. Donc, c'était la grande campagne des Jésuites à l'époque. Quelque chose qui avait mobilisé énormément le Québec aussi, là. OK. Aujourd'hui, on n'entend plus parler du tout, évidemment pas des films d'Antonio Dragon, mais on n'entend pas beaucoup parler de ses écrits qui étaient pourtant diffusés à des centaines de milliers d'exemplaires dans les années 20, les années 30. Donc, il y a un côté qui est assez spectaculaire à cette histoire-là. Mais bon, en tout cas, on pourra en reparler. C'est fort intéressant. Certainement. Oui. Alors, je pense que je vais profiter de ce dernier échange pour vous remercier tous. Remercier d'abord et avant tout François pour cette présentation vraiment exceptionnelle. C'est quelque chose qu'on veut lancer avec le cycle de conférences, c'est-à-dire vraiment de mettre en contact les historiens avec les archivistes, parce qu'il y a une grande richesse à connaître un peu mieux les archives. Souvent, on a une expérience qui est assez rapide et peut-être même des fois superficielle des archives. Comme tu mentionnais, les archives souvent contiennent beaucoup, beaucoup plus qu'on peut le penser. Donc, c'est important d'avoir ces connexions-là pour vraiment là, apprécier l'ampleur de la documentation. Donc, sur ça, c'était le mot de la fin. On vous remercie grandement pour cette participation, les questions, etc. Hugo, voulais-tu mentionner un dernier mot? Je voulais remercier beaucoup François pour la participation. C'était très, très, très intéressant. Oui, Merci aussi à tous ceux qui ont été là. C'était très, très apprécié. oui. Merci beaucoup. Merci, bonne Merci, soirée. merci Maurice pour l'invitation. Merci, Guillermo. Merci. Merci, Mackenzie. Ah, bon, on est les deux derniers. Oh, je t'entends pas.